Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve exceptionnellement en ce lundi 15 novembre pour cette vidéo un petit peu spéciale dont je vous ai un petit peu teasé le contenu hier dans la vidéo 5 romances de Noël à lire en 2021. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste ici ou dans la barre d'infos comme d'habitude. Dans la vidéo du jour, on se retrouve pour participer au concours qui est organisé par Solen Kate. Pareil, je vous mets le lien de son Instagram dans la barre d'infos comme d'habitude. Et donc Solen Kate qui nous a contacté avec Gladys et d'autres booktubeurs, bookstagrammeurs pour participer au Author Edition Awards, donc les awards, les récompenses pour les meilleurs livres auto-édités. Ici, il y a 3 catégories, la catégorie Aphrodite, la meilleure couverture, la catégorie, je vais réussir à parler, Athéna pour le meilleur résumé et la catégorie Zeus pour le meilleur livre. Donc on aura une sélection de romans à lire et le 15 janvier prochain, on vous donnera parmi la catégorie de Zeus lequel sera notre livre favori. Le 15 décembre prochain, on se retrouve pour la catégorie Athéna, c'est-à-dire le meilleur résumé. Aujourd'hui, on se concentre sur la meilleure couverture et croyez-moi, il y a du challenge, il y a pas mal de livres. C'est pour ça que je vais essayer d'aller assez vite, à savoir qu'on a une fiche barème avec 3 points si on se serait retourné dessus en librairie, 2 points pour la lisibilité, est-ce qu'on distingue bien les éléments, le titre, le nom de l'auteur, etc. Est-ce qu'on a un coup de cœur, donc 2 points, et 3 points si on trouve que l'histoire du résumé est cohérente avec la couverture, et inversement si la couverture est cohérente avec le résumé. Écoutez, c'est parti, je vous donne mon avis sur ces livres que j'ai dû juger à leur couverture. Alors attention, bien évidemment, ce n'est pas du tout fait de manière superficielle. Le but de ce concours et de cette division en 3 catégories, c'est de pouvoir vous proposer des contenus un petit peu différents et surtout de pouvoir vous montrer, vous proposer à nouveau des livres différents et que ça ne soit pas trop chronophage. On fait absolument pas ça de manière superficielle, c'est pas du tout le but. Le but c'est de donner un maximum de visibilité aux auteurs auto-édités. On démarre tout de suite avec le roman de Marie-Emmanuelle Tourbillon qui a une couverture magnifique et un résumé plus qu'alléchant. Malheureusement pour moi, il n'y a pas eu trop de cohérence entre le thème principal qui est développé dans le résumé et la couverture. Ça n'enlève rien à la beauté de cette couverture et à l'envie que j'ai de découvrir ce livre, mais pour moi ça sera un 8 sur 10. Toujours viser la lune, tel est l'objectif que s'est fixé Maya Robinson et elle est bien décidée à l'atteindre. À seulement 23 ans, son talent pour la photographie et son ambition lui ont ouvert les portes de Chicago Waves, l'agence de presse la plus réputée de l'Illinois. Mais Maya ne compte pas s'arrêter là. Lorsque les Gimmicks, un groupe de rock en plein essor, font appel à l'agence pour couvrir leur première tournée nationale, la jeune femme y voit l'occasion de se faire un nom dans le milieu. C'était sans compter sur le célèbre duo formé par les jumeaux Noah et Nevin Blake, dont l'aura hypnotique ne laisse pas Maya indifférente. Et si rien ne résiste à la vague déferlante Blake, celle-ci est connue pour tout emporter sur son passage, y compris les bonnes résolutions de la jeune photographe. En sillonnant les routes américaines aux côtés des Gimmicks, Maya est loin d'imaginer ce que l'avenir lui réserve, mais la menace n'est pas forcément celle que l'on croit, car il existe des périls aussi invisibles qu'insaisissables, qui n'attendent que leur heure pour surgir de l'ombre. On poursuit avec Les Morts Insignifiants de Gaëtan Ballester. Alors là, malheureusement pour moi, ça ne sera qu'un 3 sur 10. C'est pas du tout le genre de livre sur lequel je me retourne en librairie, en termes de couverture, en termes de contenu aussi, de résumé, même si là je ne juge pas le résumé, il y a quand même les 3 points qui font est-ce que c'est cohérent entre la couverture et le résumé. Et pour moi, malheureusement, ça ne l'a pas fait, donc ça ne sera qu'un seul 3 sur 10. Paris est une capitale monstrueuse, elle dévore et vomit ses habitants sur ses trottoirs sans demander son reste. Cédric pensait pouvoir y vivre sa nouvelle vie, sa rencontre avec Marion Muller, une dirigeante de friperie atypique, arrivera-t-elle à le sortir du trou à rats dans lequel il s'est enterré? La grandeur n'a pas de prix. Prostitution, ambition et richesse s'entrechoquent face à un passé sombre et aux souvenirs d'Amélia. On poursuit avec le roman de Margot de Jubécourt qui s'intitule Paris en bouteille. Alors là, je vous avoue également que même si la couverture est sympa en termes de détails, elle est très simple et c'est pas non plus forcément le genre de livre qui va captiver mon attention de prime abord dans une librairie, tout simplement parce que ce n'est pas véritablement le genre que je recherche et que je lis en ce moment, et c'est pour ça que pour moi c'est un 5,5 sur 10. Néanmoins, l'histoire a l'air plutôt sympathique, je vous lis le résumé tout de suite. Léonie se bat contre le traumatisme d'une violente agression. Elliot recolle les morceaux d'une vie que ses parents ont détruite. Et si, au bout de leur combat, le bonheur était possible? Si la grisaille parisienne laissait place à une ville de lumière? Avec des si, Elliot, on mettrait Paris en bouteille. Je relève le défi.
On ne va pas juste s'en sortir, on va triompher. Une seule rencontre peut tout transformer, le pari qui les lie est déjà une promesse. On poursuit avec un roman qui m'a pas mal intriguée, je ne vous le cache pas, il est signé Amélie Grosjean et il s'intitule Rachel Rose et le village perdu. Pour ce roman, j'ai mis 7,5 sur 10, j'ai pas mal aimé le résumé et le rapport qu'il y a avec la couverture, on sent qu'il y a un côté un petit peu surnaturel qui peut potentiellement se cacher dans cette forêt et avec ce village perdu type amérindien que l'on va retrouver et j'aimerais énormément découvrir cette histoire, on va plutôt dire ça comme ça, je vous lis le résumé. Pour fêter l'obtention de son bac, la mère de Rachel lui offre un magnifique voyage au Canada. Dès son arrivée dans le village de Lost Point, elle est accueillie par d'étranges rumeurs. Méfiante, Rachel s'interroge néanmoins. Qui est responsable de tous ces enlèvements et pourquoi s'en prend-il exclusivement aux touristes ? Pour l'étudiante en journalisme, cette enquête tombe à point. Au fil des indices qu'elle découvre, elle s'aventure au cœur d'un village amérindien perdu au milieu des bois. Son enquête l'amène à cette forêt qui ne semble pas aussi ordinaire qu'elle n'y paraît. Rachel y trouvera-t-elle des réponses ? Rien n'est moins sûr, surtout quand la présence d'éléments inattendus vient remettre en question toutes ses certitudes. Confrontée à une réalité qu'elle n'aurait jamais cru possible, Rachel sera-t-elle à la hauteur des découvertes qu'elle va y faire ? On poursuit avec Abondance, le tome 1, La planète de la chance de TJ Bloodwen. Je sais pas si on dit TJ Bloodwen ou TJ Bloodwen, donc on va dire TJ Bloodwen. Ici j'ai mis un 7 sur 10 puisque en termes de cohérence entre le résumé et la couverture, je m'attendais à ce qu'on voit davantage le personnage masculin qui semble être le protagoniste principal de cette histoire en couverture, et là on se concentre davantage sur la princesse qui visiblement a toute son importance certes, mais c'est vrai que je suis pas hyper emballée non plus, donc un petit 7 sur 10 pour moi. Encore une fois, je vous lis le résumé tout de suite. En apparence, Bud Garland est un garçon comme les autres, mais en apparence seulement, car du haut de ses 16 ans, l'adolescent possède un véritable don pour la malchance. Chewing-gum collé à ses semelles, chute à gogo et catastrophes en tout genre sont son lot du quotidien, jusqu'au jour où, par un heureux hasard, celui-ci se retrouve propulsé sur Abondance, une planète bien différente de la Terre, dont la principale ressource se retrouve être la chance. Pris d'amitié pour la princesse de ce monde qui, avec acharnement, tente d'élucider le mystère de la disparition de sa cadette, Bud va vite se rendre compte que les chewing-gums ne sont pas la pire menace qu'il puisse avoir à affronter. On continue avec un livre qui m'intrigue beaucoup et dont j'ai déjà entendu parler sur les réseaux à maintes et maintes reprises. Il est signé Sam Clément et forcément je vous parle de La prophétie des Lucioles, le premier tome. J'aime énormément la couverture, je ne vous le cache pas. Néanmoins pour moi ce sera seulement un 8 sur 10 parce que même si la couverture me plaît beaucoup, c'est pas forcément le genre de livre vers lequel je vais me diriger en librairie ou que je vais commander, tout simplement parce que c'est plus de la jeunesse et c'est pas véritablement le genre de livre que je lis. Donc voilà, néanmoins ça me donne envie de le découvrir, je ne vous le cache pas, mais je ne me serais pas retournée dessus de prime abord en librairie. Michael, un adolescent d'une banalité qu'il considère affligeante, vient de déménager dans une petite ville perdue. Mais il est encore loin de se douter que sa vie va prendre un tournant inattendu lorsqu'il découvre qu'il est l'élu d'une obscure prophétie dont plus personne ne se souvient vraiment. Plongé au cœur d'un conflit séculaire entre des communautés surnaturelles, il devra affronter sa véritable nature pour combattre ses démons et sauver ses amis. Sans oublier le plus important, un chat lui a fait un clin d'œil. On poursuit avec Villa Emilia, le premier tome Observation, c'est signé Elodie Federd et là je pense que l'intrigue va donner envie à plus d'un ou d'une lectrice de découvrir cette histoire. La couverture est assez sympathique, ça me fait penser à des couvertures qu'on a déjà vues en termes de romans auto-édités, en tout cas à des livres que j'ai déjà vu passer sur les réseaux sociaux. C'est une couverture qui, je trouve, est très cohérente avec le résumé qu'on nous a fourni ici, mais après pour autant je n'ai pas forcément le coup de cœur, bien que cette intrigue et ce résumé soient extrêmement alléchants. Londres 1886. Orpheline, Emilia vit sous le joug de son tuteur Lord Dorian Jacobson, séduisant comte excentrique le jour, tueur sadique et impitoyable la nuit. En parfait gentleman, Dorian régale et fascine la haute société par son charisme et sa prestance. Tous sont en admiration devant cet homme, tous sauf elle, car depuis que Dorian a massacré sa famille, Emilia ne vit plus que pour une seule chose, la vengeance. Par un étrange pacte de sang, son tuteur lui a fait la promesse de lui enseigner son art meurtrier. Mais en échange, Emilia lui devra l'éternité en l'achevant une fois son apprentissage terminé. Alors que ces macabres leçons débutent enfin à sa 16e année, un dangereux tueur en série sévit à son tour dans les rues de Londres, l'Empire. Guidé par sa soif de sang et sa folie destructrice, Dorian décide de les entraîner dans une enquête où l'initiation d'Emilia devra faire face à de sanglants rebondissements.
Commence alors une valse mortelle entre le papillon et le serpent. Commence alors un jeu implacable, coincé entre vengeance et séduction. On poursuit avec un roman d'Eline VDB qui s'intitule Chasseuse de l'ombre. C'est le premier tome de cette saga et comment vous dire que pour moi il y a juste un petit truc qui m'a un petit peu gênée sur la couverture, c'est que je m'attendais à être propulsée soit dans un côté très moyenâgeux, soit dans les Highlands en Écosse, etc. Ça n'a pas l'air d'être visiblement le cas, cependant il y a quand même pas mal d'éléments très positifs qui sont liés à cette histoire, liés au résumé sur cette couverture. On a l'impression qu'on a des ruines qui sont en train de disparaître, de même pour une épée et les ailes de l'héroïne qu'on voit de dos. Néanmoins je m'attendais à un truc beaucoup plus moyenâgeux, même si on sent que passé, présent s'entremêlent sur cette couverture et s'entremêlent également dans le résumé. Pour moi ce sera seulement un 7 sur 10. Je revoyais son visage bercé d'un anneau de lumière dorée, ses bras qui m'enserraient tout comme les miens qui refusaient de le lâcher, nos lèvres jointes, nos corps l'un contre l'autre, ce bonheur mêlé de tristesse, ces regrets, tous ces sentiments mélangés. Et toujours ce même désir brûlant, étouffant de le retrouver. Vous savez ce qu'il y a de pire qu'un paquet d'Oreo écrasé? Découvrir que vous ignorez tout de vos origines, que des créatures surnaturelles en ont après vous et ceux que vous aimez, que le secret qui vous entoure est encore plus opaque que les dossiers les plus confidentiels de la NASA. Certains savent qui je suis, qui j'étais, et pourtant ils me mentent tous, chacun selon ses motivations, que ce soit mon meilleur ami ou ce dirigeant froid et taciturne, ou encore ce vampire ultra puissant aussi assoiffé de mon sang que je peux l'être d'une canette de Fanta. Sans parler de ce garçon aux yeux verts émeraude qui me donne autant envie de l'embrasser que de le frapper et qui, pour une raison obscure, semble m'aimer depuis la naissance même des étoiles. Je m'appelle Eline Calandero et je suis officiellement portée disparue. Ah, s'il savait. On poursuit avec le livre qui arrive en deuxième position dans mon classement. Alors oui, je n'ai pas terminé de vous présenter les autres romans, mais alors celui-ci m'intrigue énormément, la couverture est absolument splendide. Je me serais complètement retournée dessus dans la librairie, vraiment. Il y a un côté très surnaturel, très démoniaque qui émane de cette couverture avec les contrastes de couleurs. J'aime énormément, forcément. Après, là où je ne me suis pas... là où il a perdu des points, c'est que ce n'est pas véritablement un coup de cœur. Voilà, ici on est à un 9 sur 10 pour le roman de R11 d'or par le fer et le feu. Un homme, une démone, lequel triomphera de l'autre. Au cœur d'un Moyen-Âge tourmenté par les succubes et autres esprits malins, Alban a juré de ne jamais devenir une proie. Misogyne et solitaire, c'est un tueur de monstres, un homme défiguré par son passé, un homme qu'une démone maladroite va tenter de corrompre pour le meilleur et le pire. Entre mensonge et faux semblant, lequel tuera l'autre dans ce jeu meurtrier? Avertissement, attention, ce roman contient des scènes crues, violentes et n'est aucunement destiné à la jeunesse. On poursuit avec Au milieu du brouillard, tu trouveras l'arc-en-ciel de Noélie Sollerin. Pour moi, ce sera seulement un 5,5 sur 10 parce que ce n'est pas véritablement le type de livre vers lequel je vais me tourner en librairie, encore une fois. La couverture est plutôt sympathique, mais très minimaliste, très simple en fait, alors qu'on a un résumé qui est très abondant. Donc on retrouve dans les dessins de la couverture certains thèmes qui sont développés dans le résumé. Pour autant pour moi c'est peut-être pas forcément suffisant et là je vous dis où ils perdent les points, c'est forcément parce que c'est pas le genre de livre qui m'intéresse ou vers lequel je vais me diriger directement en librairie parce que c'est pas véritablement ma came. Pour autant l'intrigue a l'air très intéressante, je vous lis le résumé tout de suite. Anna, 19 ans, vient de faire son entrée à l'université d'Albi où elle a décidé de suivre une licence d'espagnol. Quelque peu introvertie et mal dans sa peau, elle fait dès les premiers jours la connaissance de Guillaume, éternel enthousiaste. Cet étudiant en anglais parviendra-t-il à lui redonner le sourire? Et Nicolas, cet amoureux des montagnes qui semble porter un lourd secret, aura-t-il un rôle à jouer dans sa vie? Charlotte et Valentin, quant à eux, en couple depuis le lycée, devront faire face à un bouleversement inattendu. Entre amitié perdue et nouvelles rencontres, questionnement identitaire et affirmation de soi, deuil de certaines illusions et poursuite de grands rêves, ces 5 étudiants vont partir à la découverte d'eux-mêmes et expérimenter chacun à leur façon que c'est parfois au milieu du brouillard que l'on peut trouver le plus beau des arcs-en-ciel. On poursuit avec le roman de F.V. Estier qui s'intitule Il suffira d'un peu de poussière d'étoiles qui m'intrigue énormément. J'ai beaucoup aimé la couverture, pour moi c'est un 8 sur 10 tout simplement parce que en plus le résumé est très alléchant et on a une petite cohérence entre la couverture, le résumé. Je m'y serais peut-être pas dirigée directement parce que c'est un petit peu jeunesse. En fait ça fait vraiment la transition entre le jeunesse et le loyer je trouve. Quand je vous lirai le résumé peut-être que vous vous en rendrez compte également. Néanmoins c'est une histoire qui m'intrigue beaucoup, qui a l'air extrêmement touchante, très
très émouvante en fait, et la couverture est quand même très canon. Et alors là, Nina, si tu passes par là, je pense que ce livre risque d'atterrir dans ta wishlist et dans quelques temps dans ta pile à lire. Ça ne serait pas étonnant. Donc je vous lis le résumé, mais sachez qu'il est quand même très alléchant. Bennett Kingston, dit King, n'est plus le même depuis que ses rêves sont partis en fumée. De l'homme combatif et joyeux qu'il a été, ne reste que des cendres tièdes et austères. À présent associé d'un cabinet d'agents pour sportifs, il ne vit que pour son boulot. Adrian Lewis se fait une joie de passer les fêtes avec son père. Rêvant d'intégrer l'université de Caltech pour devenir ingénieur en aérospatial, c'est l'occasion parfaite de découvrir à quoi pourrait ressembler sa nouvelle vie. Alors qu'il retrouve celui qui a toujours fait battre son cœur, il se confronte à un King froid, abîmé, blasé. Néanmoins, Adrian ne compte pas baisser les bras, il croit toujours au miracle de Noël et surtout, il croit aux étoiles qui ne cessent de briller. Cette année, si elle ne devait lui accorder qu'un seul vœu, ce serait celui de rendre le sourire à King, et il en est persuadé, parfois tout ce dont on a besoin, c'est d'un peu de poussière d'étoiles. Avant-dernier roman, avant-dernière couverture et avant-dernière note avant de clôturer cette vidéo, on poursuit avec un roman écrit par Solène Chartier. Il s'agit d'Amalia, le premier tome de la saga Lalaïcha, et pour moi c'est un 7,5 sur 10 puisque ce roman est... en termes de couverture, correspond complètement au type de livres qui peuvent me titiller la rétine, dirons-nous. Quand je suis en librairie, je peux typiquement me diriger vers ce genre de couverture de livres, puisque c'est typiquement le genre de bouquin, le genre littéraire que je lis, que j'affectionne. Ici, on a un côté très moyenâgeux, on sent qu'il y a un côté presque un petit peu réécriture de conte, mais visiblement ce n'est pas le cas, vous allez le découvrir quand je vous lirai le résumé juste après. Néanmoins, il est question quand même d'identité, on sent qu'il y a peut-être une double trame qui prend forme ici, qui prend vie dans cette intrigue, et ça donne quand même l'eau à la bouche et ça donne très envie de découvrir cette histoire. Amalia, princesse de l'un des royaumes humains de Chiik, possède une maladie rare qui l'empêche de remplir son rôle. Mais tout le monde ignore ce fait car depuis toujours, une autre la remplace. Découvrez son histoire. Et enfin, on va conclure cette vidéo avec le dernier roman proposé qui pour moi a la meilleure note. C'est un 9,5 sur 10 pour Jennifer Doudna et le premier tome de sa saga Par-delà les ténèbres. Ici, je trouve que la couverture est absolument splendide. C'est typiquement le genre de livre sur lequel je me retourne. Le résumé est hyper alléchant, me donnerait quasiment un coup de cœur. Le seul petit truc sur lequel j'ai été un petit peu pointilleuse, voilà, je l'avoue, je le reconnais, c'est qu'en termes de lisibilité, pour moi, je m'attendais à ce que le titre soit un petit peu plus gros. Il est quand même assez petit et ouais, hein, le titre un peu plus gros n'aurait peut-être pas dérangé non plus, mais voilà, en tout cas c'est une couverture qui est très belle, qui est très cohérente avec le résumé, qui donne très envie aussi, et on a envie de plonger dans cette histoire et de découvrir l'héroïne. Je vous lis le résumé tout de suite. D'étranges accidents se multiplient autour d'Ombeline, compliquant son quotidien. Renvoyée de son lycée, inscrite dans un pensionnat supposément strict, elle ne tarde pas à découvrir que l'établissement recèle de mystères. Elle devra y apprendre à contrôler ses pouvoirs magiques intimement liés à ses émotions tumultueuses, tout en rattrapant son retard sur ses nouveaux camarades. Comme si cela ne suffisait pas, une ombre plane au-dessus de sa tête, une malédiction prête à s'accomplir le jour de son 16e anniversaire. Épaulé de ses nouveaux amis et de son familier, il lui faudra maîtriser les arcanes de la sorcellerie, mais aussi percer le secret de ses origines. C'en est tout pour cette catégorie Aphrodite, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a une couverture qui vous intrigue plus qu'une autre. Est-ce que vous seriez tenté par certains livres auto-édités présentés ici? Je vous avoue qu'il y en a pas mal qui risquent de rejoindre ma wishlist d'ici peu et peut-être ma palle l'année prochaine. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, bien évidemment, ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous autour de ces romans dans cette catégorie. On se retrouve le 15 décembre pour la catégorie Athéna et le 15 janvier prochain pour la catégorie Zeus. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne et bien évidemment, en attendant, prenez soin de vous. Ciao!